Bienvenue de nouveau à Hong Kong Horreur. Ce soir, j'ai une histoire qui dépasse largement la superstition, plongeant profondément dans les ombres du deuil, de la trahison et des morts agitées. Nombre d'entre vous ont posé des questions sur les Hung, des propriétés stigmatisées, des lieux entachés par la mort. En Asie, ces foyers sont craints non seulement en raison des tragédies survenues entre leurs murs, mais parce qu'ils sont censés conserver des échos du passé. Des échos qui refusent de s'estomper. Ce récit nous vient de Taïwan, partagé par un agent immobilier chevronné qui pensait avoir tout vu. Mais cet appartement-là ne ressemblait à aucun autre qu'il n'avait jamais géré. Ce n'était pas juste une autre propriété stigmatisée. C'était un endroit où la tragédie ne s'arrêtait pas à une vie, ni même à deux. C'était un lieu où les morts semblaient attendre les vivants, prêts à les entraîner vers le même destin. L'homme qui a raconté cette histoire est connu sous le nom de Monsieur Lao Ho. Pendant des décennies, il avait travaillé dans l'immobilier, guidant d'innombrables clients vers des maisons dans différentes villes de Taïwan. Il connaissait le marché, la culture et les ombres qui planèrent sur certaines propriétés. Il avait traité des appartements qui avaient été le théâtre de suicides, d'accidents ou même de crimes. C'étaient les soi-disant Hungs. À Taïwan et dans une grande partie de l'Asie sinophone, les gens sont extrêmement prudents quant à l'achat ou la location de tels endroits. Un seul décès suffit à faire fuir les locataires potentiels. Une mort violente, comme un suicide ou un meurtre, entache une propriété d'une stigmatisation qui en diminue souvent la valeur de 30 à 50%. Les acheteurs le savent et les vendeurs le redoutent. Les agents immobiliers, cependant, apprennent à gérer cela. Ils apprennent à adoucir la vérité, à rediriger l'attention, à espérer que le bon client ne posera pas les mauvaises questions. Pour Monsieur Lao, un Hung n'était qu'une autre propriété, jusqu'à ce qu'un appel téléphonique change tout. C'était un matin ordinaire quand son téléphone portable s'illumina d'un numéro inconnu. À l'autre bout, la voix d'un homme, basse et lasse, mais ferme. « J'ai vu votre annonce dans les journaux », dit l'appelant. « Gérez-vous des propriétés dans telle ou telle communauté ?»« Oui », répondit Monsieur Lao, reconnaissant la zone. « Je la connais bien. »« J'ai un appartement là-bas », poursuivit l'homme. « Je veux le louer ou le vendre. N'importe quelle option me convient, ce qui est le plus rapide. » Cela ressemblait à une affaire tombée du ciel, un jour de chance pour un agent immobilier. Sans hésitation, Monsieur Lao commença à poser les questions de routine. Quel est l'agencement du logement? Combien de pièces? Y a-t-il quelqu'un qui y vit actuellement? Il y eut une pause. Puis l'homme répondit « C'est au 4e étage. 3 chambres, un salon, c'est vacant. » Le 4e étage. En cantonais, le chiffre 4 se prononce « seiyi », ce qui sonne presque identiquement au mot « mort ». Beaucoup de gens évitaient totalement les logements du 4e étage. Pourtant, d'autres croyaient que ce n'était pas toujours une malédiction. Certains le considéraient comme neutre, voire comme un passage en douceur dans certaines interprétations dialectales. Pour Monsieur Lao, ce n'était qu'un détail de plus. Il prit rendez-vous. À son arrivée, le propriétaire l'attendait dans le hall. Il semblait avoir la quarantaine, portant un polo et un pantalon kaki, habillé comme n'importe quel professionnel. Mais son visage racontait une autre histoire. De profondes cernes marquaient ses yeux et sa peau avait la teinte grise et creusée de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis des semaines, peut-être des mois. Ils échangèrent des salutations et montèrent. L'homme déverrouilla la porte et fit signe à Monsieur Lao d'entrer. Dès le tout premier instant, quelque chose ne semblait pas normal. L'air n'était pas vicié. La porte du balcon était ouverte et les pièces étaient bien ventilées. Les sols brillaient comme s'ils venaient d'être récurés. Il n'y avait pas de moisissure, pas d'odeur d'humidité, aucune trace de négligence. En surface, l'appartement était impeccable, mais l'atmosphère était lourde, suffocante, comme si les murs eux-mêmes exhalèrent la tristesse. Malgré tout, Monsieur Lao fit son travail. Il parcourut les pièces, prenant des notes mentalement. Salon spacieux, chambre rangée, cuisine fonctionnelle. Tout semblait bien, jusqu'à ce que le propriétaire prenne soudain la parole. « Ma femme », dit-il d'un ton neutre, désignant le plafond du salon. « Elle s'est pendue, ici même. » Les mots restèrent figés dans l'air. Un instant, Monsieur Lao manqua de laisser tomber le verre d'eau qu'on venait de lui tendre.
son masque professionnel tint bon, mais à l'intérieur, son estomac se serra. La voix du propriétaire resta calme, presque détachée, comme s'il avait répété l'histoire tant de fois qu'elle en avait perdu son sens. Pourtant, les ombres sous ses yeux révélaient une autre vérité. Et à ce moment-là, Monsieur Laouo réalisa, ce n'était pas juste une autre propriété stigmatisée. C'était le début d'une histoire qui le hantrait d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Les mots de l'homme restaient suspendus dans l'air comme un nœud coulant. Son ton était si plat, si dénué d'émotion, qu'il ne faisait qu'accentuer le froid qui se répandait dans la poitrine de Monsieur Laouo. Il avait entendu de nombreuses confessions au cours de sa carrière. Des histoires de crises cardiaques soudaines, de morts accidentelles, de suicides chuchotés avec honte, mais jamais racontés d'une manière aussi factuelle. Ils descendirent dans le hall pour poursuivre leur conversation. Là, loin de l'atmosphère suffocante de l'appartement, le propriétaire déroula enfin l'histoire de la mort de sa femme dans ce salon. 3 ans plus tôt, il avait découvert une vérité dévastatrice. Sa femme lui avait été infidèle, mais ce n'était pas seulement une trahison de cœur. L'homme qu'elle fréquentait l'avait escroqué de toutes ses économies avant de disparaître dans l'ombre. La découverte avait déclenché une tempête de rage. Le propriétaire, incapable de pardonner, avait pris leur enfant et était retourné vivre chez ses parents. Il avait coupé tout lien avec elle. Silence, abandon. Seul, déshonoré et noyé dans le désespoir, sa femme avait choisi la corde. Elle l'avait attachée au lustre du salon et s'y était pendue. Pendant près de 2 semaines, son corps était resté introuvable. Ce n'est que lorsque les voisins avaient commencé à se plaindre d'une odeur fétide et putride s'échappant dans les couloirs que la vérité avait été découverte. La police était entrée et avait trouvé son corps sans vie, suspendu à l'endroit même où la lumière jaillissait autrefois du verre de cristal. Après sa mort, l'appartement était resté vide. Mais aucune propriété dans une ville ne reste vacante éternellement. Le temps passa, les souvenirs s'estompèrent et finalement, un nouveau locataire apparut. Une jeune femme, travailleuse de la santé, avec l'énergie de quelqu'un qui commence tout juste sa vie d'adulte. Pendant un temps, elle avait ramené de la chaleur dans le logement. Les lumières de l'appartement brillaient la nuit. Le balcon accueillait des plantes en pot. Les rires étaient revenus dans les couloirs. Mais pas pour longtemps. 3 mois plus tard, elle fut également retrouvée morte. La manière de son décès était étrangement familière. Une corde, le lustre, le même endroit exact où la femme s'était pendue. Sa famille, en deuil, frappée à la fois par la tragédie et la peur, chercha l'aide d'un prêtre taoïste. Des rituels furent exécutés à l'intérieur de l'appartement pour purifier l'énergie. Des bâtons d'encens furent allumés, leur fumée s'enroulant dans l'air. Mais quelque chose tourna mal. La flamme de la bougie se sépara en 2. L'encens brûla selon le redoutable motif connu sous le nom de « 2 longs, 1 court ». Dans la tradition taoïste, c'est un présage de mort, une invocation directe d'esprit. Le visage du prêtre devint sombre. Il avertit la famille. Une autre mort suivrait bientôt et dans les 6 mois, il y aurait du sang. Le propriétaire écarta l'idée, s'accrochant à la raison. « Superstition », se dit-il. Les rituels et les présages ne pouvaient pas dicter la réalité. Il retira même le lustre, croyant que le problème était l'objet lui-même. Si la source de la tragédie disparaissait, peut-être la paix reviendrait-elle. Mais il avait tort. Le locataire suivant fut une autre jeune femme. Elle y resta encore moins longtemps. Une nuit, elle se donna la mort dans la salle de bain, se pendant à une canalisation. Endroit différent, même fin. À ce moment-là, c'était indéniable. Quelque chose de malveillant s'accrochait à l'appartement comme de la pourriture sous un bois poli. Le propriétaire cessa de le louer. Au lieu de cela, il essaya de le récupérer pour lui-même. Il y emménagea de nouveau, espérant qu'en habitant l'espace, il pourrait briser le cycle. Mais ce qui l'attendait était pire que le vide. La nuit, des pas résonnaient dans les couloirs alors que personne n'était là. Des rires, de faibles pleurs et des chuchotements s'échappèrent des murs, parfois lui frôlant l'oreille. Le sommeil devint impossible, puis vinrent les pensées. Des pensées sombres, des pensées de mettre fin à sa propre vie. Elles s'enfouissaient dans son esprit, devenant de plus en plus fortes chaque nuit. Un soir, alors qu'il ne se présentait pas à un dîner de famille, ses parents se précipitèrent. À l'intérieur,
Ils le trouvèrent effondré dans le salon, à peine conscient d'une overdose de somnifères. Par pure chance, ils étaient arrivés à temps. Il survécut. Mais ses yeux, lorsqu'il raconta cela à M. Laouo, reflétaient la vérité. Il avait déjà franchi la limite. Maintenant, il glissa les clés dans la main de M. Laouo et dit doucement « Si vous voulez cette propriété, elle est à vous. Vendez-la, louez-la, faites ce que vous voulez, je veux juste m'en débarrasser. » C'était une offre empreinte de désespoir et un avertissement. Longtemps après avoir entendu la confession de l'homme, M. Laouo resta en silence. Ses instincts professionnels lui disaient de s'en aller. Trop de morts, trop de chagrin. N'importe quel agent immobilier savait qu'une fois qu'un appartement devenait un hung, sa valeur était anéantie. Peu osaient y entrer et encore moins signeraient un bail. Pourtant, une autre partie de lui chuchotait « opportunité ». L'emplacement était excellent, le bâtiment lui-même était bien entretenu. Et au cours de sa carrière, il avait déjà géré des propriétés stigmatisées. Il avait appris qu'avec les bons mots, le bon prix et le bon acheteur, même les maisons les plus sombres pouvaient être vendues. La peur, après tout, était négociable. Les affaires étaient les affaires. Alors il accepta les clés. Le lendemain matin, il y retourna. Mais cette fois, il était préparé. Autour de son cou, il portait une amulette protectrice, un talisman béni dans un temple local. Debout devant la porte de l'appartement, il fit une pause. Puis il fit quelque chose qu'il faisait rarement dans son travail. Il frappa légèrement, inclina la tête et parla dans le silence. « Je suis désolé de déranger. Veuillez me pardonner. » Les mots lui semblaient étranges en bouche, mais nécessaires, comme si le respect pouvait le protéger de tout poids invisible qui traînait au-delà du seuil. À l'intérieur, il alluma toutes les lumières. Les pièces s'emplirent d'une luminosité artificielle, chassant les ombres qui s'accumulaient dans les coins. Il commença sa routine. D'abord, une visite complète avec son téléphone à la main, enregistrant une vidéo tout en décrivant les détails. Salon spacieux, 3 chambres, parquet poli, balcon avec une bonne ventilation. À la caméra, tout semblait normal. Puis il installa son trépied à l'entrée, positionnant son téléphone pour une prise de vue professionnelle. Il aimait toujours filmer une présentation, une introduction à la propriété, une visite lente, puis des photos fixes pour l'annonce. Les clients potentiels appréciaient la minutie. C'était l'une des façons dont il avait bâti sa réputation. Le voyant rouge du téléphone clignota au début de l'enregistrement. Il entra dans le salon, ouvrant les rideaux pour que la lumière du soleil inonde le sol. C'est là que ça s'est produit. Le trépied s'effondra. Pas un glissement, pas un vacillement. Il s'écrasa au sol avec une force soudaine. Sa première pensée fut son téléphone, tout neuf, cher. Il se précipita vers l'entrée, le cœur battant, et le ramassa. À son soulagement, il enregistrait toujours. Il laissa échapper un rire tremblant. Mais ensuite, son esprit réfléchit à l'étrangeté. Le trépied était robuste, conçu pour rester stable même par vent. Il n'y avait pas de courant d'air, pas de vibration, aucune raison de le faire basculer. Il avait été stable un instant, puis à plat sur le sol l'instant d'après. Il écarta l'idée. Les accidents arrivent. Il termina de filmer la visite, rangea ses affaires et partit. Ce n'est que plus tard, en sécurité dans son bureau, qu'il le vit. En visionnant les images, il observa le moment où le trépied tomba. Le téléphone avait continué d'enregistrer, l'objectif maintenant incliné vers le bas, ne capturant que ses jambes alors qu'il se précipitait pour le ramasser. Mais derrière lui, juste au bord du cadre, il y avait autre chose. Une paire de pieds blanc pâle, nus, immobiles, fermement plantés sur le sol juste un pas derrière lui. Sa respiration se bloqua dans sa gorge. Il rejoua le clip encore et encore. À chaque fois, les pieds étaient là. Ils n'étaient pas les siens. Ils n'appartenaient à personne qu'il pouvait voir. Son esprit se rappela un vieux dicton. Ne gardez jamais de telles vidéos. Elles portent malheur. Les mains tremblantes, il supprima l'enregistrement. Il ne téléchargea que les photos fixes et la vidéo initiale de la visite propre, soigneusement légendée avec des mots vagues. Bonne luminosité, bonne ventilation, convient aux locataires calmes. Cette nuit-là, le sommeil n'apporta aucune paix. Dans son rêve, la vidéo se rejoua. Mais cette fois, elle changea. Au lieu de simples pieds pâles, la caméra fit un panoramique vers le haut.
lentement révélant les jambes, le torse et puis le visage. Une femme en pyjama marron, son expression tordue en un sourire trop large, trop artificiel. Elle se tenait directement derrière lui, fixant l'objectif comme si elle savait qu'il regardait. Monsieur Laouo se réveilla en sursaut, trempé de sueur froide, le cœur battant la chamade. Pour la première fois de sa carrière, une propriété était entrée dans ses rêves, et il sentait au fond de lui que ce n'était que le début. Le cauchemar continuait de hanter Monsieur Laouo le lendemain matin. Il se réveilla avec l'image de la femme en pyjama marron gravée dans son esprit. Mais l'immobilier n'attend personne. Peur ou non, il avait un travail à faire. À 7 heures précises, son téléphone sonna. Au bout du fil se trouvait un homme qui avait vu la nouvelle annonce en ligne. Lui et sa petite amie voulaient programmer une visite. La rapidité de la demande ressemblait presque au destin. Monsieur Lao hésita, se rappelant son rêve, mais se força à accepter. À 9 heures, le couple arriva dans le hall. Il ressemblait au client de rêve de tout agent immobilier. Début de la trentaine, bien habillé, l'allure de jeunes professionnels prêts à commencer le prochain chapitre de leur vie. L'homme était confiant, souriant facilement. La femme, plus silencieuse, observait tout avec des yeux attentifs. Après les présentations, Monsieur Lao les conduisit à l'étage. À l'intérieur de l'appartement, l'homme fut immédiatement impressionné. « L'aménagement est excellent », dit-il en traversant les chambres, imaginant déjà des meubles et une vie dans l'espace. Le prix était presque trop beau pour être vrai, et il le savait. Mais alors qu'ils entrèrent dans le salon, la femme se figea. Son expression perdit toute chaleur, ses lèvres se pinçant en une ligne fine. Elle regarda autour d'elle comme si quelque chose d'invisible pressait contre sa peau. Après un moment, elle se tourna brusquement vers son compagnon. « Nous devons partir », dit-elle, la voix tendue. Surpris, il protesta, mais elle insista. Ils partirent rapidement, l'atmosphère tendue. À l'extérieur du logement, elle se pencha vers Monsieur Lao et lui murmura la question qu'il redoutait. « Est-ce que quelqu'un est mort ici ?» Son instinct fut d'esquiver, d'adoucir la vérité. Mais quelque chose dans ses yeux, vifs, exigeants, déjà certains, le poussa vers l'honnêteté. Il hocha la tête, admettant que oui, des décès y avaient eu lieu. Son visage pâlit. Elle le remercia et s'éloigna avec son petit ami. Ce soir-là, son téléphone vibra avec un message. C'était de l'homme. « Bonjour, monsieur Lao. Ma petite amie a fait un rêve la nuit dernière. Elle a rêvé d'une femme en pyjama marron, assise dans le salon. La femme lui a dit « Cet endroit ne vous convient pas, ne l'achetez pas. Nous avons décidé de ne pas poursuivre. Merci de votre temps. » Monsieur Lao fixa le texte, ses mains tremblantes. Le pyjama marron, la même silhouette que dans son propre rêve. Ce n'était pas une coïncidence. L'esprit ne le hantait pas seulement. Elle pénétrait l'esprit de quiconque osait entrer. Mais les affaires continuaient, et bientôt une autre cliente potentielle apparut, une mère célibataire avec sa jeune fille. Elle semblait pratique, terre à terre, le genre de locataire qui balayait la superstition. Sa fille, une petite fille vive d'environ 7 ans, courut avec enthousiasme dans les pièces. Elle se glissa dans les chambres, jeta un coup d'œil dans les placards et finalement bondit sur le balcon. Là, elle gloussa. « Maman, le vent est si fort ici !» cria-t-elle. Mais la journée était étouffante. L'air extérieur était parfaitement immobile. Il n'y avait même pas la moindre brise. La mère ne remarqua rien. Elle aimait l'appartement, surtout le loyer modéré. Quand Monsieur Lao la prévint gentiment de l'historique du logement, elle écarta l'idée d'un geste de la main. « Je prie souvent, dit-elle. Je n'ai rien à craindre. Les fantômes ne me dérangent pas. » Elle signa le bail sur le champ. Pour la première fois de sa carrière, Monsieur Lao ne ressentit pas de soulagement en concluant une affaire. Il ressentit de l'appréhension. Son appréhension se confirma. En une semaine, la mère l'appela, paniquée. Sa voix tremblait en parlant. « Ma fille dit que quelque chose vient la voir la nuit. Une femme. Elle descend du plafond, avec une très longue langue. » Monsieur Lao faillit laisser tomber son café. L'image était indubitable. Lors d'une mort par pendaison, la langue dépasse souvent de manière grotesque. L'enfant avait vu ce que les adultes ne pouvaient pas. La véritable forme de l'esprit. La mère supplia de résilier le bail immédiatement. Elle ne se souciait pas de perdre sa caution. Elle et sa fille s'enfuirent le jour même. Pour la deuxième fois, l'appartement avait été rejeté.
non seulement par la logique, non seulement par la peur, mais par quelque chose de bien plus primaire, l'intrusion des morts dans le monde des vivants. Et pour M. Lao, une vérité devint impossible à nier. Ce n'était pas seulement une propriété stigmatisée, c'était un piège. La mère et la fille quittèrent l'appartement en hâte, leur départ laissant derrière lui un silence plus pesant qu'auparavant. Pour M. Lao, il semblait que chaque client qui touchait cet appartement emportait un morceau de son ombre. Pourtant, chaque fois, l'ombre semblait grandir, se rapprochant de lui. Cette nuit-là, son sommeil fut fragmenté. Et une fois de plus, il rêva. Il était de retour à l'appartement, bien qu'il n'ait pas choisi d'y être. Les clés pesaient lourdement dans sa main, le métal froid pressant sa paume. La porte devant lui s'ouvrit sans qu'il la touche, gémissant comme si elle hésitait à révéler ses secrets. À l'intérieur, les lumières s'allumèrent une par une, le guidant plus profondément dans l'obscurité. De la cuisine, elle émergea. La femme en pyjama marron avançait lentement, ses pas délibérés, comme si elle avait tout son temps. Elle traversa le salon, l'endroit même où le lustre avait autrefois pendu. Elle se tenait dos à lui, sa voix à un murmure qui s'enroulait dans l'air comme de la fumée. « Voulez-vous rester ?» Puis sa tête commença à tourner. Au début, juste un peu, puis plus et encore plus, jusqu'à ce que son visage pivote à 180 degrés, son cou tordu, ses yeux se fixant sur les siens au mépris de la nature. Sa bouche s'étira en ce sourire grotesque et contre nature qu'il avait déjà vu. Il se réveilla en hurlant. La sueur coulait sur son visage, ses draps lui collaient à la peau. L'horloge indiquait 4 ans du matin, l'heure des esprits, quand le voile entre la vie et la mort est dit être le plus fin. Le lendemain matin, M. Lao était assis à son bureau, tremblant, fixant son écran d'ordinateur. Son cœur connaissait la vérité bien avant que son esprit ne l'accepte. Ce n'était pas une propriété qu'il pouvait vendre. C'était quelque chose de complètement différent. Un endroit qui n'appartenait pas aux vivants. Il retira l'annonce. Pour la première fois de sa carrière, il renonça volontairement à une propriété. Le profit n'importait plus. La réputation n'importait plus. Seule la survie comptait. Malgré tout, la responsabilité demeurait. Il avait les clés. Il devait les rendre à la direction. Il s'arrangea donc pour rencontrer un collègue et clore l'affaire une fois pour toutes. Ils arrivèrent ensemble à l'immeuble, mais lorsqu'ils atteignirent la porte de l'appartement, son collègue refusa d'entrer. « Vous m'avez raconté ce qui s'est passé ici », dit l'homme d'une voix ferme. « Vous entrez, pas moi. » Alors M. Lao entra seul. Les pièces l'accueillirent avec la même lourdeur suffocante. Il se déplaçait machinalement, vérifiant chaque fenêtre, tirant chaque rideau, s'assurant que tout était sécurisé. Ses pas résonnaient, mais peu importe la vitesse à laquelle il marchait, il ne pouvait se défaire du sentiment que quelqu'un ou quelque chose le suivait juste derrière. Quand il eut terminé, il se tint une dernière fois dans le salon. Inclinant la tête, il parla doucement dans le silence. « Je suis désolé de vous avoir dérangé. Je ne reviendrai plus. Veuillez me pardonner. » Il se tourna vers la porte. Et puis la porte de la salle de bain claqua. Le son fut assourdissant, comme un coup de feu dans le silence. Il se figea, le cœur battant à tout rompre. Toutes les fenêtres étaient fermées, tous les courants d'air scellés. Le claquement ne pouvait être expliqué. Le silence qui suivit fut pire que le bruit. Il s'enfuit. Dans le couloir, dans les escaliers, ressortant à la lumière du jour où son collègue l'attendait avec des yeux écarquillés et alarmés. Cette nuit-là, la fièvre le consuma. Il resta alité, trempé de sueur, son corps secoué de frissons. Cela dura 2 jours. Son esprit lui chuchotait que quelque chose de l'appartement l'avait suivi chez lui. Maladie ou malédiction, il ne pouvait en être sûr. Lorsqu'il se rétablit, son premier acte fut de se précipiter dans un temple. Là, devant l'encens et les statues des divinités, il pria pour sa protection. Il pria pour que rien ne se soit accroché à lui. Pria pour pouvoir couper le fil invisible qui le liait à cet endroit. Mais au fond de lui, il craignait qu'il ne soit trop tard. La fièvre tomba, mais le malaise s'accrochait à M. Lao comme une seconde peau. Il rendit les clés,
il pria au temple, il se dit que l'épreuve était terminée. Pourtant, l'appartement avait déjà pris racine en lui. Ce n'était pas un endroit que l'on pouvait simplement quitter. Cette nuit-là, les rêves revinrent. Mais ce rêve était différent. Il ne commençait pas par des pas ou des lumières vacillantes. Il ne commençait pas par des rires grotesques ou des têtes tordues. Au lieu de cela, il était assis calmement dans le salon. L'air était lourd, mais immobile. Et en face de lui, sur le canapé, était assise la femme en pyjama marron. Sa posture était tranquille, ses mains sagement posées sur ses genoux. Pour la première fois, elle ne souriait pas. Pour la première fois, son visage ne se déformait pas en quelque chose de monstrueux. Au lieu de cela, elle semblait fatiguée, affligée même. Sa voix était douce, à peine plus qu'un souffle. « S'il vous plaît, racontez mon histoire, parce que celle qui a trompé, ce n'était pas moi. » Les mots frappèrent comme la glace. Monsieur Lao se souvint du récit du mari, l'histoire de la trahison, des économies volées, d'une femme poussée au désespoir. Mais et si c'était un mensonge? Et si la vérité avait été déformée, sa voix réduite au silence par la mort, sa mémoire salie afin qu'il puisse vivre sans culpabilité? Dans la croyance chinoise, les esprits avec des griefs sont les plus dangereux de tous. Une âme injustement accusée ne peut reposer en paix. Elle persiste, liée par l'amertume, rejouant sa souffrance encore et encore. Et maintenant, il semblait que cette femme avait trouvé son témoin. Ses yeux brillaient, non de rage, mais de chagrin. « Ils pensent que c'était moi », murmura-t-elle. Mais ce n'était pas le cas. J'étais celle qui a été trahie. La pièce s'assombrit autour d'eux, les ombres s'épaississant dans les coins. Mais contrairement à avant, elle ne se leva pas, ne se tordit pas, ne montra pas les dents. Elle resta simplement assise, attendant. Pour la première fois, M. Lao ne ressentit pas la terreur, mais la pitié. La femme qui avait hanté ses rêves, qui était apparue dans les cauchemars d'étrangers, qui avait terrifié un enfant au point de lui faire fuir sa nouvelle maison, peut-être n'était-elle pas un monstre du tout. Peut-être n'était-elle qu'une âme criant la vérité. Quand il se réveilla, son visage restait avec lui, non pas grotesque, non pas tordu, juste triste, juste solitaire. Ce fut le dernier rêve qu'il eut d'elle. Les jours passèrent, la vie reprit son cours. Il retourna à ses autres annonces, ses autres clients, ses autres maisons. Pourtant, l'ombre de la femme en pyjama marron ne le quitta jamais complètement. Il ne demanda jamais ce qu'il était advenu de l'appartement. Il ne s'enquit jamais s'il avait été vendu ou si une autre famille osait y vivre. Pour lui, l'histoire était close, scellée derrière une porte qu'il n'ouvrirait plus jamais. Et pourtant, tard dans la nuit, quand le monde était silencieux, il se demandait parfois: avait-elle enfin trouvé la paix, après avoir enfin dit sa vérité? Où traînait-elle encore, liée à ces murs impeccables, attendant un autre locataire, un autre rêve, une autre chance d'être entendue? Il ne voulait pas savoir, parce que certaines réponses, réalisa-t-il, étaient plus dangereuses que le silence. À la suite du dernier rêve, M. Lao choisit le silence. Il ne parla plus jamais de l'appartement, sauf à voix basse, ne revisita jamais l'immeuble, ne se demanda jamais à voix haute quel fut son destin. Mais l'histoire, une fois racontée, persiste bien au-delà de ces murs. En Asie, les hungs, propriétés stigmatisées, portent un poids plus lourd que les briques et le mortier. Ce n'est pas seulement la trace d'une mort entre les murs, mais le tabou culturel qui se développe autour. Même un seul décès peut suffire à vider une maison de sa valeur. Les acheteurs les évitent, les locataires les craignent et les propriétaires luttent pour se libérer de ce fardeau. Le raisonnement est plus profond que la superstition. Il s'agit d'énergie. Dans la croyance populaire chinoise, une maison n'est pas seulement une structure de bois et de béton, c'est un récipient de force vitale. La naissance, le mariage, la joie et la prospérité renforcent son chi. Mais la tragédie, surtout une mort violente ou solitaire, l'empoisonne. Le chi devient lourd, stagnant, déformé. Vivre dans un tel endroit, c'est risquer de porter ce poids soi-même. À Taïwan et à Hong Kong, la valeur des propriétés hungs,
chute souvent de 30 à 50%. Les agents immobiliers doivent divulguer les décès si on leur demande directement, bien que beaucoup essaient d'éviter la question. Certains tentent de purifier l'espace, inviter des prêtres taoïstes, brûler de l'encens, effectuer des rituels pour chasser les esprits persistants. Mais parfois, comme dans ce cas, les rituels n'apportent pas la paix, mais des avertissements. L'encens de mort, la combustion de long incourt, était un signal d'alarme que personne n'aurait dû ignorer. L'affaire de la femme en pyjama marron soulève une question plus profonde et plus troublante. Et si le véritable danger n'était pas la propriété elle-même, mais l'injustice qui y était enfouie? Dans la vie, sa réputation a peut-être été ruinée. Dans la mort, son silence s'est transformé en colère. De cette manière, l'appartement est devenu non seulement un lieu de tragédie, mais une scène pour un esprit rejouant sa propre histoire, encore et encore, entraînant d'autres dans son récit. La vision de la petite fille de la longue langue n'était pas un fantasme. Dans le folklore chinois des fantômes, les victimes de pendaison apparaissent souvent avec des visages enflés, des langues saillantes et des coups tordus. On pense que les enfants voient plus clairement de l'autre côté, leur innocence n'étant pas obscurcie par l'incrédulité. Pour elle, la vérité se révéla clairement, une femme liée au plafond, descendant avec son masque mortuaire intact. Les morts répétés à l'intérieur de l'unité font écho à une autre croyance. Les esprits avec des griefs cherchent de la compagnie. Ils attirent les vulnérables, rejouant leur traumatisme dans un cycle qui reflète l'acte original. La première locataire s'est pendue exactement au même endroit que l'épouse. La seconde a choisi la salle de bain, mais la méthode est restée identique. Coïncidence ou compulsion? Dans le folklore, une telle répétition est la marque d'une âme qui ne peut pas passer à autre chose. Ce qui reste le plus glaçant, ce sont les derniers mots de la femme. Celle qui a trompé, ce n'était pas moi. Si c'est vrai, l'histoire du mari était un mensonge, un déplacement de la faute. Peut-être l'avait-il trahi, et non l'inverse. Peut-être son chagrin avait-il été aggravé par l'humiliation et le mensonge. Si c'est le cas, alors sa hantise n'était pas une vengeance, mais une protestation, un cri pour que la vérité soit connue. Pour Monsieur Lao, cette prise de conscience a tout remodelé. Il n'avait pas simplement été témoin d'une maison hantée, il avait entrevu une tragédie déformée par la tromperie humaine. Et ce faisant, il avait frôlé la plaie béante d'une âme qui saignait encore. Il est facile de rejeter de tels contes comme du folklore, de dire que l'esprit invente des horreurs lorsqu'il est préparé par la peur. Mais ceux qui se sont tenus dans de tels endroits, qui ont ressenti le poids inexplicable du chagrin pressant sur leur poitrine, savent mieux. Même sans un seul son, même sans un scintillement de mouvement, certains espaces se déclarent maudits. Et à Taïwan, à Hong Kong, dans tous les endroits où les morts sont rappelés aussi farouchement que les vivants, de telles propriétés ne s'estompent pas facilement vers la normalité. Elles restent marquées, évitées, chuchotées longtemps après que les murs ont été repeints et les sols polis. Parce que la peinture ne peut pas couvrir le chagrin. Les carreaux ne peuvent pas enterrer l'injustice. Et la femme en pyjama marron, qu'elle repose maintenant ou non, reste un rappel que certaines maisons n'appartiennent pas aux vivants, mais aux histoires des morts. Durant les semaines qui suivirent, M. Lao évita même de passer en voiture devant cette communauté. Il avait géré d'innombrables propriétés au cours de sa carrière, manoirs, condos, appartements délabrés. Mais jamais aucune ne l'avait hanté aussi longtemps après qu'il ait rendu les clés. La plupart des agents immobiliers, en fin de journée, passent simplement à l'annonce suivante. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il avait emporté quelque chose avec lui. Une histoire qu'il ne pouvait oublier, une voix qui demandait à être entendue, la femme en pyjama marron. Elle était apparue dans ses rêves, dans les rêves d'acheteurs potentiels, et même dans les yeux d'une enfant qui n'aurait jamais dû connaître une telle horreur. Elle s'était révélée non pas simplement comme un fantôme, mais comme une âme prise dans l'injustice, condamnée à répéter son chagrin jusqu'à ce que quelqu'un reconnaisse sa vérité. Et d'une étrange manière, elle l'avait choisi comme son messager. Pendant toutes ces années dans l'immobilier, il avait pensé comprendre la nature des propriétés stigmatisées. C'étaient des maisons entachées, évitées par tabous culturels, vendues à un prix suffisamment bas pour n'attirer que les plus désespérés. Il croyait que la stigmatisation venait de la seule perception, que l'esprit, une fois empoisonné par la connaissance de la mort, créait sa propre hantise. Mais maintenant, il n'en était plus si sûr, parce qu'il avait ressenti sa présence,
Il avait vu ses pieds sur l'enregistrement. Il avait entendu le claquement de la porte de la salle de bain alors qu'aucun courant d'air ne pouvait l'expliquer. Il avait senti l'air lourd, suffocant, malgré le balcon ouvert. Et il avait fait le même rêve que des étrangers qu'il n'avait jamais rencontrés. Ce n'était pas de l'imagination, c'était autre chose. Même ainsi, il ne rapporta jamais la vérité à la direction. Il n'avertit jamais le prochain agent immobilier qui pourrait hériter de l'annonce. Dans son métier, le silence était souvent plus facile que la vérité. Mais dans le silence, la hantise devenait plus forte. C'était peut-être la dernière leçon de la femme, que les histoires niées dans la vie exigeront d'être racontées dans la mort. Ce soir, vous avez entendu son histoire. Vous avez parcouru les couloirs de cet appartement. Vous vous êtes tenu sous l'endroit où le lustre avait autrefois pendu. Vous avez vu comment le chagrin et les mensonges peuvent persister, liant non seulement l'âme des morts, mais aussi la vie de ceux qui suivent. Alors, qu'en pensez-vous? L'appartement était-il maudit? Ou était-ce la vérité de la trahison d'une femme qui liait son esprit à ses murs immaculés? Était-ce de la malchance, de la superstition culturelle ou un véritable appel de l'au-delà? En fin de compte, la réponse n'a peut-être pas d'importance, car une vérité transparaît. Les maisons se souviennent, les murs portent des échos. Et parfois, ces échos sont plus forts que ce que les vivants peuvent supporter. Si jamais vous entrez dans un endroit qui vous semble étrange, un endroit où le silence vous serre la poitrine, où les ombres semblent s'accrocher trop longtemps, demandez-vous ceci: êtes-vous vraiment seul? Ou vous tenez-vous dans l'histoire inachevée de quelqu'un d'autre? Car dans le silence de la nuit, lorsque le monde dort, ceux qui ont été lésés dans la vie peuvent encore attendre. Attendre que leur histoire soit racontée. Attendre que quelqu'un écoute. Et parfois, il suffit d'un pyjama marron pour vous rappeler. Les morts ne reposent pas toujours.